Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du vendredi 13 juin 2025 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Politique pour commencer, la deuxième journée de la rencontre entre les membres du gouvernement et les parlementaires de la Chambre basse s'est tenue ce jour. Les députés ont transmis à l'exécutif les doléances et les difficultés rencontrées par les populations des districts dans lesquels ils sont élus. Radraman Zatouf, Anzar Adonarvel et Asnar Falzanar pour plus de détails. De manière générale, les sujets les plus abordés par les députés face aux membres du gouvernement concernaient l'électricité, l'eau, les routes, l'éducation, l'agriculture, la sécurité et la santé, des domaines qui touchent directement la vie quotidienne de la population. Dans le district d'Issanj, par exemple, des améliorations ont été constatées en matière de sécurité, mais le député a demandé l'installation de l'électricité, car ce district est le seul à Madagascar à ne pas encore être électrifié. En ce qui concerne le district de Mananzar, le député a d'abord évoqué les problèmes liés au transport, que ce soit fluvial ou maritime. Il a aussi parlé des grands travaux, de la santé, du sport, ainsi que de la nécessité de résoudre le problème de délestage. Le député élu dans le 6e arrondissement de la capitale a quant à elle évoqué les plaines de Betsemtadach qui représentent une richesse agricole et un atout spécifique pour Antananarivo. Après avoir écouté les interventions des députés de chaque district, les membres du gouvernement ont pris la parole pour apporter des éclaircissements sur les remarques et les requêtes qui leur ont été soumises. Et toujours dans le cadre de cette rencontre, le député élu dans le district de Betaf a réaffirmé son adhésion à la mise en œuvre de la politique générale de l'État. Il a toutefois souligné l'importance d'un dialogue permanent entre les parlementaires et les membres de l'exécutif pour garantir la transparence et un développement efficace. Il a également indiqué que certains problèmes sont les séquelles des gestions précédentes, nécessitant temps et patience pour les corriger. Andeniana Martina, Sech Anjanab. Nombreuses sont les réalisations ayant un impact concret sur la vie de la population, selon le député élu dans le district de Betaf, qui s'est exprimé à la suite du rapport sur les réalisations gouvernementales. Cela renforce, selon lui, la crédibilité de la politique générale de l'État. Toutefois, pour garantir la continuité et l'efficacité des actions, il est nécessaire d'instaurer une écoute mutuelle entre les membres du gouvernement et les députés, ces derniers étant au plus près des réalités locales. Il a également souligné que de nombreux maux sont l'héritage des régimes passés. Le développement ne se fait pas en un jour, a-t-il expliqué. Il a souligné la nécessité de poursuivre les projets engagés et d'y apporter les ajustements nécessaires pour améliorer leur efficacité. Dans le district de Betaf, la priorité concerne les routes reliant les différentes communes. La population locale salue par ailleurs l'achèvement du pont d'Adoukfone menant à la commune de Swaven, une infrastructure qui résout de nombreux problèmes dans cette zone. En tourisme, de plus en plus de jeunes sont intéressés par ce secteur. Selon un enseignant de l'université, plus de 400 jeunes choisissent chaque année cette filière après l'obtention de leur baccalauréat. Parmi les facteurs qui dynamisent ce secteur, on retrouve les événements internationaux comme l'International Tourism Fair of Madagascar qui se tient actuellement au CCI IVAT et qui entre dans sa deuxième journée ce jour. Yves Chanel. Le tourisme à Madagascar reste un domaine vaste, encore largement exploitable. C'est un secteur qui peut jouer un rôle moteur dans le développement économique du pays. Depuis quelques années, les jeunes sont de plus en plus attirés par les métiers liés au tourisme. La tenue de grands événements internationaux comme l'ITM contribue largement à la promotion de ce secteur. Les opérateurs touristiques participant à l'ITM, quant à eux, commencent déjà à se préparer pour la saison des vacances. Et les offres touristiques proposées au CCI IVAT, que ce soit dans le domaine du tourisme que l'artisanat, sont adaptées au pouvoir d'achat de chacun.
Dans un tout autre sujet, 17 jeunes de la diaspora malagasy s'engagent en tant que bénévoles à Madagascar pour une durée de 4 mois dans le cadre du projet Luaran 2. 13 d'entre eux ont été officiellement présentés aujourd'hui, tandis que les 4 autres arriveront à la fin de ce mois. Ce projet, porté par le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec des partenaires comme l'OIM et l'AFD, à travers le programme TADI, vise à impliquer ces jeunes dans le développement de leur pays. Un reportage de Natera Koutoumaf et de Nzar Khandjiansu. Ces jeunes bénévoles de la diaspora malgache seront répartis dans 11 villes à travers Madagascar, où ils collaboreront avec 16 associations dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la santé, de l'entrepreneuriat et de l'agriculture durable. Résidant à l'étranger, ils ont choisi de s'impliquer activement dans le développement de leur pays d'origine à travers ce programme de volontariat Luaran 2. Ces 17 jeunes sont prêts à partager leur expérience au bénéfice de leurs compatriotes. Et moi, si j'ai souhaité revenir à Madagascar, c'était pour découvrir un aspect différent de celui que j'ai toujours connu, c'est-à-dire l'aspect touristique, où j'étais entourée de ma famille. Et en fait, on était un peu dans un cocon finalement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre ce projet pour découvrir le monde professionnel et associatif de Madagascar et peut-être voir s'il y a une possibilité pour moi de venir y travailler un jour. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'empêcher ça. Ma mission, ce sera de reboiser cette forêt, ce sera de la protéger, aussi de sensibiliser les personnes qui sont autour et de leur expliquer que cette forêt, elle leur appartient, c'est leur forêt, c'est la terre où sont nés leurs ancêtres. Leur mission durera 4 mois. Le projet Luaran, initié par le ministère des Affaires étrangères malgache dans le cadre du programme TAD au Tantsurkawan Diaspora, avec des partenaires comme l'OIM ou Organisation internationale pour les migrations et l'AFD, a pour objectif de favoriser l'implication de ces jeunes dans les secteurs clés du développement local, mais aussi de les inciter à s'engager durablement à Madagascar. Dans cette vision, l'ambassade de France à Madagascar et l'OIM appuient cette initiative, car selon eux, cela s'aligne avec leur engagement pour Madagascar et de la relation entre Madagascar et ses partenaires. Je crois que ça traduit un petit peu ce que la France essaye de faire avec Madagascar, c'est-à-dire renouveler sa politique de partenariat et avec bien sûr l'ensemble des partenaires internationaux. Ce programme TAD, il est très intéressant dans toutes ses dimensions. D'abord, il est intéressant parce qu'il permet de donner corps à la vision qu'a le gouvernement malgache de davantage renforcer ses liens avec sa diaspora. Diaspora qui est présente partout dans le monde, mais qui est singulièrement présente en France, puisqu'on estime qu'entre la moitié et les 2/3 de la diaspora malgache dans le monde sont situés en France, qu'elle soit hexagonale ou d'outre-mer. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme institutionnel qu'on a mis en place, avec l'appui des Nations Unies, singulièrement de l'Office international des migrations, bien sûr le ministère malgache des Affaires étrangères et plusieurs structures, l'Agence française de développement, l'IRD, Expertise France, qui nous permettent de mieux connaître cette diaspora et donc de l'aider à venir pratiquer des actions de coopération et de partenariat ici à Madagascar. Et puis troisièmement, ce qui est intéressant, c'est la richesse et la patte humaine de l'ensemble de ces volontaires. Nous en sommes à la 2e cohorte. Pour l'OIM, c'est vraiment encore démontrer un engagement pour la diaspora de Madagascar. Donc nous sommes vraiment relativement très contents d'appuyer dans ce programme qu'est Luaran 2. Donc les volontaires ici aujourd'hui que nous avons accueillis ont vraiment témoigné leur engagement pour le développement local. Et OIM, faisant de ça sa thématique clé, accompagnera ces 17 volontaires qui représentent aujourd'hui la cohorte 2025. Ces jeunes de la diaspora malgache résident au Sénégal, en France, à Djibouti et aux États-Unis. Ils suivront diverses formations pendant quelques semaines avant de débuter leur mission de volontariat à travers l'île. Les 13 jeunes déjà présents ont été officiellement présentés aujourd'hui, tandis que les 4 autres sont attendus à Madagascar à la fin de ce mois de juin. Dans les actualités également, l'élection du représentant des journalistes au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, ou CNIDH, s'est tenue aujourd'hui. Richardson Rakoutoumane, membre de l'association des journalistes doyens de Madagascar, a été élu avec un score de 54,5% des voix, soit 24 votes. À noter que l'élection s'est déroulée en ligne et 44 des 47 membres titulaires du bureau de l'OJM ont pris part au vote.
L'élection a été organisée par la Commission paritaire centrale de l'OJM et supervisée par le président de l'Association des journalistes doyens, également vice-président du KMF CNOE. Dans le domaine de l'éducation, 320 élèves issus de 5 écoles primaires publiques de la commune d'Ivat ont reçu des kits scolaires offerts par l'association des femmes, dirigée par l'épouse du maire d'Ivat, en vue de l'examen du CEPE qui se tiendra mardi prochain. Par ailleurs, les élèves de la commune sont fin prêts pour affronter cet examen. Le plus jeune candidat est âgé seulement de 7 ans. Détails sur les images de Yves Janel. Dzeu, 7 ans, élève à l'EPP Village Ivat, est le plus jeune des candidats qui passeront le CEPE ce mardi. Il est déjà bien préparé, même si les révisions se poursuivent encore à la maison. Malgré son jeune âge, il suit très bien en classe selon son enseignante. Par ailleurs, les convocations n'ont pas encore été distribuées pour le PP Village Ivat. Cela se fera demain selon elle. Pour soutenir les parents d'élèves de la commune d'Ivat, l'association des femmes de la commune, dirigée par l'épouse du maire Penz Ranjanarsu Oubi, a distribué des kits scolaires. Ce projet a été réalisé en partenariat avec une entreprise locale. L'association prévoit également, à la suite de cette action, de prendre en charge la scolarisation des enfants issus des familles démunies. Et le concours d'entrée pour devenir élève magistrat à l'École nationale de la magistrature et des greffes est reporté du 28 au 31 octobre 2025, alors qu'il devait initialement se tenir au mois d'août. Le NMG continue toutefois de recevoir les dossiers de candidature jusqu'au 29 août. Pour cette année, 150 élèves magistrats seront recrutés, 100 dans la filière judiciaire, 25 dans la filière administrative et 25 dans la filière financière. Divers, les familles des victimes de l'accident survenu dans la nuit du 30 avril près de l'LGCO+, sur la route de Bypass, affirment qu'il existe des tentatives pour modifier les faits liés à cet accident. L'accident a coûté la vie à 4 personnes qui se trouvaient dans leur véhicule. Les proches des victimes lancent un appel aux autorités pour qu'elles se penchent sérieusement sur cette affaire afin que justice soit faite. Les familles des 3 membres d'une même famille, ainsi que celle d'une 4e victime, décédée lors de l'accident du 30 avril 2025 près du terrain de l'LGCO sur le bypass, interpellent les autorités. Elles dénoncent des individus qui tentent actuellement de changer les faits. Les forces de l'ordre, les proches des victimes et l'avocat du ressortissant chinois mis en cause ont procédé aujourd'hui à une reconstitution sur les lieux du drame. D'après les témoignages recueillis dans la nuit du 30 avril, un ressortissant chinois au volant d'une Hyundai i30 roulant à vive allure en provenance d'Yavlou aurait déporté son véhicule vers la gauche et percuté une Renault Clio venant en sens inverse. Une autre voiture non immatriculée circulait derrière la Clio et l'a également heurtée. La Hyundai i30 a fini sa course dans une rizière. Le conducteur chinois a tenté de prendre la fuite, mais il a été rattrapé par les riverains et la police. Il a été placé en détention à la prison de Tiafa après l'enquête. Un procès s'est déjà tenu au tribunal d'Al-Nous le 21 mai dernier. D'après les proches, le ressortissant chinois a été renvoyé en détention à Tiafa en attendant la prochaine audience. Et dans la page culturelle, la fête de la musique revient cette année dans la capitale après 2 années où les communes périphériques avaient accueilli l'événement. Cette manifestation culturelle vise à promouvoir la musique et son univers tout en véhiculant un message d'unité. Elle offrira également la scène aux jeunes artistes émergents. Andenen Martina, Sej Anjanab. 2 ans après, la commune urbaine d'Antananarivo accueille à nouveau la fête de la musique. Un événement né il y a 30 ans pour valoriser la musique, son environnement et la diversité culturelle à Madagascar. Cette fête artistique, symbole de solidarité, s'adresse en particulier à la jeunesse de tout le pays selon Angie Amianta Angie Ansu, responsable du département de la culture auprès de la commune.
Les jeunes talents auront également leur place dans cette manifestation artistique. Plus de 4000 personnes sont attendues pour cette fête de la musique qui sera célébrée, comme chaque année, le 21 juin, selon les organisateurs. Passons à présent aux actualités internationales. Israël a mené ce jour une série de frappes aériennes contre l'Iran, disant viser une centaine de cibles, dont des sites nucléaires. France 24. Des bâtiments toujours en feu au petit matin, d'autres presque totalement effondrés, tous touchés par des frappes israéliennes. C'est en plein cœur de la nuit que Téhéran était la cible de l'État hébreu. Plusieurs explosions coordonnées et d'épais nuages de fumée qui s'élèvent dans le ciel de la capitale iranienne. Des frappes qui ont également touché la ville de Natanz, dans le centre du pays, où se trouve le principal site d'enrichissement d'uranium d'Iran. L'objectif affiché par Israël est clair, viser des sites nucléaires et militaires iraniens. Il y a quelques instants, Israël a lancé l'opération Rising Lion, une opération militaire ciblée pour faire reculer la menace iranienne à la survie même d'Israël. Cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour supprimer cette menace. Pendant des décennies, les tyrans de Téhéran ont ouvertement et effrontément appelé à la destruction d'Israël. Ils ont soutenu leur rhétorique génocidaire par un programme pour développer des armes nucléaires. Des frappes qui ont déjà fait plusieurs victimes de haut rang, à commencer par cet homme, Hossein Salami, le chef des gardiens de la Révolution, tué dans l'attaque israélienne. Ces bombardements interviennent alors que les négociations sur le nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, en cours depuis plusieurs semaines, devaient reprendre dimanche. Les États-Unis avaient laissé entendre dès jeudi que des frappes israéliennes pourraient survenir rapidement, mais la Maison-Blanche assure ne pas avoir participé à cette attaque. Ce soir, Israël a mené une action unilatérale contre l'Iran. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité est de protéger les soldats américains dans la région. Que cela soit clair, l'Iran ne devrait pas viser les intérêts ou le personnel américain. Immédiatement, l'espace aérien iranien a été fermé. Aucun vol également à l'aéroport de Tel Aviv. Israël dit se préparer à une riposte et a déclaré l'état d'urgence. Plusieurs hauts gradés de l'armée iranienne et 6 scientifiques impliqués dans le programme nucléaire de la République islamique ont été éliminés lors de cette opération militaire d'Israël contre l'Iran, ont confirmé les autorités de Téhéran. France 24. Hauts gradés militaires, scientifiques nucléaires ont été la cible d'Israël la nuit dernière. Parmi eux, Hossein Salami, commandant en chef du corps des gardiens de la Révolution depuis 2019, c'est l'un des piliers du régime. Sa mort a été confirmée par les agences de presse iraniennes. Il était connu pour ses discours enflammés et agressifs envers les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite. Salami était aussi un acteur de la répression lors des soulèvements populaires de 2019 et 2022. Autre grosse perte militaire côté iranien, Mohamed Bagheri, le chef d'état-major des forces armées depuis 2016. C'est l'un des plus hauts gradés de la République islamique. Il a notamment été l'une des têtes pensantes du programme balistique iranien. Le chef d'état-major adjoint Gholam Ali Rachid a également été tué dans les frappes israéliennes. Les médias iraniens ont également fait état de la mort d'Ali Shamkhani. Cet ancien commandant de la marine et l'un des hommes politiques les plus influents d'Iran était un proche confident de l'ayatollah Ali Khamenei. Il a été tué lors d'un attentat contre son appartement dans le nord de Téhéran. Autre cible de l'État hébreu, des scientifiques nucléaires. Selon plusieurs sources, au moins 6 d'entre eux ont été tués, dont Feredoun Abbasi et Mohamed Teranchi. La mort de ces poids lourds du régime iranien démontre l'ampleur de l'opération israélienne. De leur côté, les gardiens de la Révolution ont juré de se venger. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Radjamalal. Au revoir et bon week-end à tous.